Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker, l'ami que certains appellent l'ami resplendissant. Comment tu vas ? Comment vont ces yeux bleus perdus dans un océan de blancheur ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce que tu as très envie de faire cette petite vidéo news avec nous ? Eh ben oui, mon cher Greg, il y a plein de choses à aborder aujourd'hui. Marvel, Downton Abbey, le box-office, Alien, Tulsa King, Megalopolis, Amazon Prime, Game of Thrones. Et tu me demandes comment je vais, et j'ai tout de suite envie de te dire que je vais mieux que Jon Snow. Et vous verrez dans la vidéo pourquoi, mais vous le savez peut-être déjà si vous êtes... Tu te moques encore de mort, c'est ça ? Non, pas du tout. Arrête un peu. C'est un truc que tu veux faire dans toutes les vidéos, en fait. Arrête sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà. On va commencer par le point pognon, le point box-office, pour vous dire que le film Godzilla X Kong continue d'écraser avec ses grosses pattes. Le box-office mondial, il est déjà à 134 millions de dollars récoltés aux États-Unis. Il est à 361 millions de dollars à travers le monde. Aux US, c'est le film Monkey Man de Dev Patel qui a pris la deuxième place lors du deuxième week-end de Godzilla. Donc Godzilla était premier et Monkey Man qui sortait était deuxième. Ça sent vraiment pas bon pour Ghostbusters Frozen Empire. Qui après 3 semaines n'a récolté que 88 millions de dollars. Saluons un film qui a de bonnes critiques, qui est The First Omen, qui est un film sur une bonne sœur et à mon avis des démons. Un peu comme le film de Sydney Sweeney qui s'appelle Immaculate. Ça tombe, c'est pas l'histoire, mais il me semble bien que si. Et The First Omen, j'avais envie d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une actrice dans ce film qui s'appelle Neil Tiger Free. Je savais pas du tout qu'elle s'appelait comme ça. Et qui donc apparemment est excellente dans le film. Et qui était Léane dans la série Servant de M. Night Shyamalan sur Apple TV+, où elle était bluffante. Et en allant checker là, en préparant les news, j'ai découvert qu'elle jouait Myrcella dans Game of Thrones, mon cher Greg. Donc tous les chemins, vous le verrez dans cette vidéo, nous ramènent à Westeros. Et j'aurais pas dû m'avancer parce que je suis sûr qu'il y a les 3/4 des news que je vais pas du tout réussir à accrocher à Goth. Mais bon, voilà. Sinon, petit point Timothée Chalamet, pour vous dire que Dune 2 est devenu le plus gros succès de la carrière de Timothée Chalamet, puisqu'il vient de dépasser Wonka. De la longue carrière. De la longue carrière de Timothée Chalamet. Donc il vient de dépasser Wonka. Mais tu sais, il est plus jeune que, je sais pas moi, Cadmerade par exemple. Et il a rapporté plus de sous au box-office que, je sais pas moi, Cadmerade par exemple. Bon, j'ai rien contre Cadmerade. Hein. Donc s'il regarde la vidéo, je le salue. Voilà. Puisqu'on parle de Cadmerade, à toi. Eh bien, Cadmerade, c'est une transition parfaite pour parler de Robert Downey Jr., pour passer de quelqu'un qui a peu de cheveux à quelqu'un qui en a plus. Et eh bien... c'est joli rattrapage aux branches. C'est pas l'illusion d'une transition, je ne sais pas ce que c'est. Et donc Cadmerade, que certains appellent l'homme de métal, de l'homme d'acier du cinéma français, eh bien, ça me permet de faire une transition sur Robert Downey Jr., qui en Iron Man également, du MCU pour le coup, a dit donc dans beaucoup d'interviews depuis son départ de Endgame que il fallait jamais dire jamais, mais qu'il pense que c'était fini, que le personnage était, attention au spoil, qu'il était décédé. Quoi ? Et non mais vraiment ah non, un des mais films là, les plus vus de la planète, je me permets. Ah non mais t'abuses. C'est sorti que il y a 5 ans. Et du coup, eh bien, en fait, pourquoi j'en parle ? C'est parce que la news, c'est que pour la première fois à cette question qui est toujours la même, il répond quelque chose de différent et il dit que il ne faut jamais
donner Kevin Feige comme perdant parce qu'il lui aura toujours montré qu'il était toujours plein de ressources, que jouer Iron Man c'est dans son ADN, que c'est le rôle qu'il a choisi et que lui n'a même pas eu à le choisir, et que du coup eh bien, il ne faut jamais dire jamais. Donc évidemment ça donne beaucoup d'eau au moulin. J'ai dit le mot moulin, du coup Kerr tout de suite il veut réagir. Le truc c'est que du coup, pourquoi non mais parce que tu as dit un truc qui est rigolo donc, sur l'écran. T'as dit un truc de rigolo, mon cher Greg, tu as dit c'est le rôle qu'il l'a choisi et pas lui. Et si on fait un point sur sa carrière au moment où il a décroché le rôle d'Iron Man, c'est une évidence. Hein, on lui donnait n'importe quel rôle Marvel à ce moment-là de sa carrière, Robert Downey Jr. L'aurait pris bien volontiers. Très bien. Et du coup, eh bien, pourquoi je parlais de tout ça, c'est tout simplement parce que ça donne évidemment beaucoup d'eau au moulin à toutes les théories, toutes les informations non confirmées sur le fait qu'il y aurait un retour à la fois de Chris Evans, à la fois de Iron Man. Et j'ai envie de dire, dans l'optique où Disney a juste besoin de thunes, effectivement, ça paraît assez légitime de ramener Iron Man et Captain America à l'écran. Ce qui serait marrant, parce que ça voudrait dire qu'on n'a même pas vu le film du nouveau Captain America, que eh bien, il serait déjà remplacé par le retour de Captain America. On n'aurait même pas vu Iron Heart, la nouvelle Iron Man, qu'elle serait déjà remplacée. Enfin, on l'a vu les deux, l'un dans une série et l'autre dans Black Panther 2. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont même pas eu leur film, ils n'ont même pas eu leur grand moment au ciné, qu'ils sont déjà appelés à être remplacés. Voilà. T'en penses quoi, mon cher Kerr, de cette news ? Bah, j'y crois parce que j'y crois pour plein de raisons. D'abord, je pense que Robert Downey Jr. A besoin de revenir sur le devant de la scène. Vous allez me dire, il vient d'avoir un Oscar pour Oppenheimer. Oui, mais alors déjà, il sait qu'il n'y aura pas Oppenheimer 2. Donc il faut bien qu'il pense à l'avenir, et ensuite les projets qu'on lui a proposés en dehors d'Oppenheimer depuis Avengers, c'était pas folichon. Donc il reviendrait avec un rôle de superstar, un peu comme Chris Evans s'il revient en Captain America. Tu l'as dit, Marvel a besoin de retrouver ses valeurs sûres. Ils ont besoin de recruter de la star. Ça sera très probablement le sujet d'une autre vidéo que nous allons faire bientôt. Donc c'est pas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas en sachant que Robert Downey Jr. gagnait beaucoup avec Marvel. Donc voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne, mon cher Greg, avec le point pigeon? Parce qu'il est beau. Hein. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir, parce que je pense que je vais vraiment m'ajouter à ce point pigeon que je sens venir gros comme une maison. Tu vas pigeonner avec moi. Du coup, est-ce que tu nous fais un petit jingle, là? Une belle tourterelle de Corse. Je sais pas s'il y a des tourterelles spécifiques aux Corses, mais allons-y. Miaou. Chelou ta tourterelle. Alors le point pigeon concerne bien évidemment l'arrivée des pubs sur Amazon Prime. C'est effectif depuis le 9 avril 2024, un jour triste dans l'histoire de l'humanité. Donc si vous vous êtes connecté depuis, quand vous arrivez sur Prime Video, il vous propose avec un message doux, que je vais vous lire maintenant tout de suite. Puisque je l'ai capturé avec mon écran pour le garder précieusement en souvenir. Un changement sur Prime Video. Les films et séries sur Prime Video comportent désormais des publicités limitées. Oui, nous ne vous l'avions pas dit lorsque vous avez souscrit pour une durée d'1 an, mais nous vous le disons maintenant. Passez à la version sans publicité pour 1,99 € par mois, c'est une manière d'augmenter le prix de l'abonnement que vous aviez sans le dire clairement. Voulez-vous regarder sans publicité ou pas maintenant? Deux possibilités. Alors, vous le savez, moi je l'ai très mauvaise avec ça depuis plusieurs semaines, depuis que ça a été annoncé. Parce que je trouve que c'est une augmentation un peu dissimulée du tarif de Prime Video.
Bon, on en a longuement parlé dans une vidéo sur la pub sur les plateformes. Greg l'avait expliqué, les plateformes gagnent beaucoup avec la publicité. On revient sur un modèle, ce qui est cocasse, hein, on a fui la télé pour aller sur les plateformes, mais les plateformes font comme la télé en mettant de la publicité. Bon, moi, mon cher Greg, j'ai pas regardé Prime Video depuis que j'ai vu ce message. Est-ce que toi, tu l'as fait, mon cher Greg, et est-ce que tu as passé un agréable moment publicitaire? Eh bien, écoute, en fait, donc, je regardais les nouveaux épisodes de Invincible, et du coup, quand j'ai eu ce message aujourd'hui, donc j'ai dit bah non, je veux pas payer plus pour le service que je paye déjà, et donc ça lance Invincible, et puis au milieu d'Invincible, d'un seul coup, plus de son sur l'épisode. Je me dis qu'est-ce que c'est l'ampli, ce machin. Plus de son. Et au bout de quelques secondes, paf, une pub qui débarque. Je me dis. Et fin d'épisode, pub. Épisode suivant, pub. Donc comment dire qu'en fait, là dans ma tête, j'ai quitté la télé pour ne plus avoir de pub. Et je paye l'abonnement YouTube Premium pour ne pas avoir de pub. Déjà parce que pour le travail, je suis obligé d'être très régulièrement sur YouTube. Et le truc, c'est que je paye Netflix plus cher depuis toujours pour ne pas avoir de pub. Donc là, quand Prime me met de la pub, moi, j'ai juste hyper pas envie, sauf obligation, à aller sur Prime, en fait. Donc en fait, ils ont réussi à me donner envie, en mettant leur pub, de quitter totalement Prime. Alors, je vais pas le faire parce qu'on a Cult & Click et que je suis très curieux et j'ai très envie de regarder Les Anneaux de Pouvoir. Mais si je n'étais pas dans la position de devoir faire des vidéos avec monsieur, le truc, c'est que je quitterais Prime, mais tout de suite, maintenant. Je trouve ça incroyablement... je vais être poli, pas sympathique, de faire cette montée de prix cachée, quoi. En plus, le truc, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne disent pas. Et qu'est-ce qu'ils ne disent pas, nos amis d'Amazon Prime ? Déjà, le premier truc, c'est qu'en plus d'avoir de la pub, les gens qui ne payent pas ont perdu la Dolby Vision. Donc moi, il se trouve que ma télé fait Dolby Vision, donc j'ai juste perdu cette fonctionnalité. Le Dolby Atmos, pour ceux qui ont des amplis Dolby Atmos, c'est perdu aussi. Vous ne l'avez plus si vous n'avez pas l'abonnement. Et pour info, les personnes qui sont en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, donc le Benelux, pour l'instant, vous êtes épargnés, si vous ne le saviez pas déjà. Et les abonnés free aussi, je crois. J'ai pas entendu. Les abonnés free ont quelques mois encore de répit avant l'arrivée de Prime Video. De la pub sur Prime Video. Et les personnes qui sont chez Free, du coup, également, ont jusqu'au mois d'août pour ne plus avoir, avant d'avoir pub, puisque eux, ils ont un paiement bundle, etc. Donc, je suppose que Free a pu négocier jusqu'à août ce petit délai, le 9 août, pour ceux qui sont sur les deux Freebox. Eh ben moi, mon cher Greg, je suis dans le même état que toi, c'est-à-dire que déjà, je suis en pleine forme, je suis rayonnant. Et ensuite, j'ai aussi envie d'arrêter Prime Video, mais je ne le ferai pas pour les mêmes raisons que toi. Donc, continuer de pouvoir couvrir les sorties pour la chaîne. Mais là, vraiment, je l'ai mauvaise. Alors, vous allez me dire, mais toutes les plateformes ont augmenté leurs tarifs, toutes les plateformes ont mis une formule avec pub. Oui, mais Netflix nous ont dit, on augmente le tarif. Si vous voulez le tarif moins cher, allez le prendre directement vous-même de votre propre chef et il y aura de la pub. Là, c'est différent. Amazon nous met de la pub d'office et si on n'est pas content, là, on paye. Donc, vous allez me dire, ça revient au même. Je suis d'accord. Mais la démarche est sensiblement différente. Et il y a aussi un truc qui m'agace énormément avec cette offre-là et cette pratique, c'est que on a payé pour un an. Beaucoup, hein, je pense même quasiment tout le monde. Moi, il y en a peut-être qui le font au mois, mais moi j'ai payé sur un an. Quand j'ai appris mon abonnement sur un an, on m'a pas dit que
en avril, mon gars, tu vas te prendre de la pub. Si t'es pas content, c'est pareil, tu payes plus cher. Donc, je déteste ce procédé, ça m'agace. Et puisqu'on parle de publicité sur Prime Video, je vais maintenant parler de MyCanal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne sur Twitter qui m'a posé la question. Est-ce que tu as de la publicité sur MyCanal ? Moi, j'en ai eu. Truc cocasse, juste avant, je venais d'avoir une publicité en regardant le nouvel épisode d'Hot Ones, donc avec Yann Kojandi et Anna Girardot, et je me suis dit, mais sur MyCanal, je n'ai jamais eu de pub, je ne comprends pas. Et donc j'ai fait un peu de recherche. Alors visiblement, de ce que j'ai compris, lorsque c'est une série Apple, lorsque c'est une série Canal, lorsque c'est un film qui vient de sortir au cinéma, qui est exclusif à Canal, il n'y a pas de pub sur MyCanal avant, pendant et après. Par contre, MyCanal propose un accès aux différentes chaînes en direct, donc chaînes hertziennes et chaînes de la TNT, enfin voilà, chaînes classiques, hein, TF1 et tout ce que vous voulez. Et il propose également un accès aux replays. Et lorsque c'est les replays de chaînes extérieures, donc TF1, M6, France Télévisions, etc., là, ces chaînes-là imposent à Canal de mettre de la publicité. Ce qui fait que, par exemple, si vous regardez les épisodes de Kaamelott, vous avez de la publicité donc sur MyCanal entre les différents épisodes. Pour Hot Ones, je pense que c'est la même chose. Si la pub arrive sur MyCanal aussi, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, hein, je pense que je vais bouder aussi. Voilà pour le point pigeon. Dites-nous un peu ce que vous en pensez de ça. Est-ce que ça vous a refroidi sur Prime Video ? Bon, voilà, on est curieux. Nous, on est bien refroidi comme il faut, mais rappelons quand même que ça n'est pas uniquement Prime Video qui occupe si passionnément la rubrique point pigeon. Il y a eu aussi Netflix, il y a eu aussi Disney. Bref, toutes les plateformes ont, j'ai l'impression, envie de nous rouler dans la farine avec des augmentations de tarifs, de la pub, etc., etc., de la chasse au partage de comptes. On en parlait dans la précédente vidéo avec Bob Iger qui avait dit le partage de compte, on va le traquer, mais plus tard, vous inquiétez pas, 2025, pouf, ça a changé, c'est juin 2024. Ben bref, c'est le client. Et je vais enchaîner mon cher Greg avec d'autres news bien loin de ces déceptions pour vous parler d'une autre déception, mais qui concerne plutôt Game of Thrones, avec la mise en stand-by, à mon avis très prolongée du projet de spin-off sur Jon Snow. Jean Neige n'aura pas sa propre série, c'est Kit Harington qui l'a dit, faute de scénario à la hauteur, même s'ils étaient hyper emballés à l'idée de tous repartir au front, pour l'instant il n'y a rien puisque donc comme je l'ai dit, pas de scénario qui satisfait HBO. Alors du côté de HBO, on est déjà lancé dans plusieurs projets, hein. On a House of the Dragon bien évidemment, on a la série sur le Chevalier Errant, on l'a évoqué dans la précédente vidéo, on vous a parlé d'un spin-off potentiel sur Aegon le Conquérant. Peut-être que dans tous les spin-offs et tous les projets qui sont actuellement étudiés par HBO, sur Jean Neige était peut-être celui qui était le moins intéressant. En tout cas, c'est un projet qui s'est concrètement refroidi. Et voilà, alors il y avait plusieurs éléments qui nous donnaient des signes assez inquiétants pour la survie du projet, parce que un peu présenté comme une suite de Game of Thrones, puisqu'on aborde Jon Snow. Alors bien évidemment, l'idée c'était que ça se passe au-delà du mur avec Tormund et compagnie, mais beaucoup espéraient que ce soit une suite où on puisse voir également Arya, etc. Et Maisie Williams avait dit non merci. Je crois que Sophie Turner avait également dit non merci. Emilia Clarke, on savait pas trop. Donc Jean Neige revenait un peu tout seul, bien évidemment. Donc ça n'était pas évident. En tout cas, le projet, à mon sens, n'a pas été énormément développé. Et puis je fais une dernière petite news avant de te donner la parole, mon cher Greg. George Lucas, qui est connu pour être le monsieur qui a inventé Star Wars, il va recevoir une palme d'or d'honneur lors du prochain festival de Cannes. Alors probablement pour l'ensemble de sa carrière, non je rigole, bien évidemment pour l'ensemble de sa carrière et pour tout ce qu'il a fait sur Star Wars, et également pour le saluer de la magnifique plus-value qu'il a fait lors de la revente de la franchise à Disney. Voilà mon cher Greg, à toi, qu'as-tu à nous dire de beau aujourd'hui dans tes news?
Et ben ma news d'après, c'est tout simplement Disney. Disney fait pas mal d'optimisation fiscale avec l'Angleterre. Et en fait, en Angleterre, si on déclare le budget d'une série et qu'on tourne majoritairement là-bas, on pourra avoir une réduction de taxes qui peut aller jusqu'à 20%. Donc c'est pas moche. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Eh bien tout simplement parce que du coup, pour avoir un rabais de 20%, il faut donc donner le budget global. Et on a pu avoir le budget global de plusieurs séries de manière assez précise. Et oui, alors les informations qu'on a, c'est que Moon Knight a un budget de 147,9 millions. Est-ce que tu les as sentis, mon cher Kerr, ou pas dans cette série ? Pas vraiment. Secret Invasion, tu dis plus ou tu dis moins ? Ah, je dis plus. Eh bien, 211,6 millions. Je ne les ai encore moins sentis, si je suis honnête. Oui. J'ai honnêtement eu l'impression que c'était une série qui avait moins de budget. Et Loki, plus ou moins que du coup Moon Knight ? Que Moon Knight ou de... Non, entre les deux. Plus que Moon Knight et moins que Secret Invasion. Eh bien moins, c'est celle qui a le moins de budget. C'est 141,3 millions. Comme quoi, en même temps, c'est la plus pourrave. Comme quoi le budget ne reflète pas la qualité. Tout à fait, mon cher Kerr. Non, je rigole, bien évidemment. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que ça veut dire que on a quand même les séries qui, d'après des analystes financiers, ne seraient pas rentables, même d'après les critères de Disney. Et sauf si on considère Loki, parce que en fait, dans les calculs, ils considèrent les avis. Et Moon Knight serait, d'après beaucoup d'avis positifs, alors je ne sais pas où ils sont allés les chercher, la série serait à l'égalité. Donc ils n'auraient ni perdu de l'argent, ni gagné. Je ne sais pas trop comment ils font leurs calculs. Et à ton avis, mon cher Kerr, combien de milliards a perdu Disney depuis la création de Disney+? Ils ont purement et simplement perdu sur le projet Disney+. C'est compliqué à dire parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas un retour sur investissement. Je sais pas, 12. Eh bien, t'es pas si loin. 11 milliards de dollars de pertes sèches sur Disney+. Donc, effectivement, on peut se dire que chez Disney, à un moment, ils vont se dire mais il est passé où le brousouf ? Ils sont passés où les dollars ? Parce que là, il y a 11 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent perdu. Hein. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup d'argent perdu, en effet. Puisque tu parles de Disney, je vais rebondir un peu sur... Et tout à l'heure, tu parlais de Robert Downey Jr., je vais faire une news dans la continuité. Tu as dit que Robert Downey Jr., il voulait revenir en Iron Man. Eh ben, Zoé Saldana, elle a dit qu'elle voulait pas revenir en Gamora. Mais par contre, elle a dit qu'elle espérait que les Gardiens de la Galaxie allaient revenir et que Gamora allait revenir aussi, mais sans elle. Donc Zoé Saldana a l'air de vouloir tourner la page du MCU. Elle a peut-être envie de voir la vie en bleu maintenant. Bah oui. C'est vrai qu'elle est engagée bien évidemment sur les 12 chapitres de la saga Avatar de James Cameron qui terminera en 2342 si il n'y a pas de retard dans la production. Puisqu'on parlait de Disney, parlons d'une série qui est actuellement diffusée sur Disney+ et qui est particulièrement réussie. En tout cas, pour l'instant, parce qu'elle n'est pas terminée. Je vous parle bien évidemment de... Alors là, il va dire Shogun. Eh ben non. Bah si, je vais dire Shogun, bien évidemment. Et vous dire que l'acteur principal, Hiroki... pardon, je massacre son nom, je recommence parce qu'il mérite que je ne massacre pas son nom. Ce qui ne veut pas dire que tous les noms qu'on a massacrés dans l'émission depuis sa création, c'était des gens qui le méritaient. Hein. Certains, oui, quand même. Non, Hiroyuki Sanada a déclaré qu'il adorerait rejoindre l'univers Star Wars. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. En fait, mon idée, c'était de donner cette info pour juste vous dire avant que Shogun c'était génial et qu'il fallait regarder la série. Autre série qui est actuellement diffusée, c'est Parasite the Grey qui est arrivé sur Netflix, qui est l'adaptation du manga anime Parasite.
Donc l'histoire c'est quoi? C'est des parasites qui arrivent sur Terre. Il y a un parasite qui prend le contrôle de l'héroïne, sauf qu'en fait, comme elle est blessée, il ne peut pas complètement prendre le contrôle d'elle. Du coup, les deux cohabitent dans une Corée du Sud qui est envahie petit à petit par des parasites dévoreurs de cerveau. Alors, le premier épisode était particulièrement loupé, j'ai trouvé. Mais, et c'est étonnant, il faut bien le dire, plus la série avance et plus ça devient, alors je vais pas dire bien, mais mieux. Et il y a même un épisode de mi-saison, un peu plus de la mi-saison, qui a des plans plutôt stylés. Je dois bien le reconnaître, donc j'ai été un petit peu étonné par ce Parasite the Grey, même si ça n'est clairement pas la série de l'année. Est-ce que tu veux que je refasse une petite news ou je te laisse la main ? Et ben du coup, moi je vais enchaîner avec une petite news sur Star Wars. Eh bien, on a enfin des informations sur le film qui est censé être coécrit et réalisé par James Mangold, donc qui était Dawn of the Force, je sais plus, un truc comme ça, qui était donc sur l'origine, la naissance des Jedi. Et les premiers personnages qui sentent un petit peu ce pouvoir, eh bien, on a enfin le nom du co-auteur. Et le co-auteur, c'est Beau Willimon. Voilà, donc lui aussi. Williamson. En fait, je tiens juste à dire un truc parce que je veux vraiment que ce soit clair entre nous. C'est pas une question de on va massacrer un nom parce qu'il est japonais. Nous, on massacre les noms, quelle que soit leur origine. Tout le monde. Il n'y a aucun débat. Jacques Schneider, le réalisateur de la Snyder Cut, et notre client favori. Zack Schneider électrique. Et c'est Beau Willimon. Et du coup, Willimon, eh bien en fait, tu le connais, Kerr, pour deux raisons. Tu le connais parce que tu aimes bien House of Cards et que c'est un des auteurs. Et également parce qu'en fait, il a déjà travaillé sur Star Wars, il a déjà travaillé sur Andor, dont il a aussi coécrit beaucoup d'épisodes. Voilà, donc ça en fait quelqu'un qui, je pense, est un bel ajout à l'équipe de ce film que, honnêtement, je n'attends pas du tout. Parce que je ne sais pas du tout où ils vont aller avec l'origine de la Force. Mais, écoute, je n'ai qu'une envie, c'est d'être surpris en bien. Maintenant, je vais vous parler de Scream 7 pour vous dire qu'il y a du neuf sur le tournage du film Chaotique, puisque le film a perdu Melissa Barrera qui a été virée il y a quelques mois, puis Jenna Ortega qui est partie. Alors, on ne sait pas vraiment la raison. Est-ce que c'est en soutien de Melissa Barrera, ce qui est plausible? Est-ce que c'est pour elle aussi une porte de sortie pour aller sur des projets beaucoup plus intéressants? En tout cas, elle s'est barrée du projet. Et du côté de Scream, on n'avait plus non plus de réalisateur. Bref, c'était la panique. Et ben, le casting de ce 7e épisode, qu'on attend énormément, / ironie, est en train de prendre forme. Et ils ont décidé de faire vraiment dans l'originalité, puisqu'ils ont demandé à Neve Campbell de revenir. Donc Sidney Prescott, héroïne de tous les anciens Scream, sauf le précédent. Et on a également Courtney Cox qui sera de retour. Il y a des négociations avec Patrick Dempsey, donc le docteur Mamour de Grey's Anatomy. Pourquoi, vous allez me dire, Patrick Dempsey, quelle drôle d'idée? Eh ben, c'est en effet pas tant que ça une drôle d'idée, puisqu'il était cette année dans le film Thanksgiving d'Eli Roth, et ils se sont dit, mais Patrick Dempsey dans un film d'horreur, on vient de voir ça il y a quelques mois, on va le remettre tout de suite dans un slasher. Et qui sera le réalisateur? Eh bien, c'est Kevin Williamson. Il était chaud, il est pas très occupé. Ouais, non, si, il est occupé, Kevin Williamson, mais par contre, Kevin Williamson... Non, je parle de Docteur Mamour. Ah oui, Patrick Dempsey, il est très libre. Au niveau de sa filmo, il est très libre. Non, mais dans Thanksgiving, qui est un film pas trop mal, il s'en sort pas trop mal. Kevin Williamson, donc le réalisateur, c'était le scénariste des deux, peut-être même 3 premiers Scream. C'était le scénariste de Wes Craven. Et c'est notamment lui qui avait à qui l'on doit la série Dawson, mon cher Greg. Donc grand écart entre Dawson et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert que pour les gens qui sont un tout petit peu plus jeunes que nous, Kevin Williamson n'est pas connu comme étant le mec qui a fait Dawson, qui était donc ta série de cœur. Arrête, pareil pour toi. Et une série on a débriefé des dizaines d'heures en Dawson.
Et le truc, c'est que pour plein de gens, c'est le showrunner de Vampire Diaries. Et ouais, cette série qui est faite donc pour les gens qui étaient un petit peu plus jeunes que nous, bah ouais, pour eux, c'est une série qui a duré, je sais pas combien, 7 ou 8 saisons. Donc Kevin Williamson, c'est Vampire Diaries. C'est marrant, le switch de génération en quelques années. Oui, c'est Kevin Williamson. lui aussi, on l'a massacré avant même. J'ai très Scream simplement 7. dit que ce serait tout le monde. Donc, je vais pas faire passer par quatre chemins. Je vais pas. Ouais. On a décidé de faire notre mieux, et notre mieux, c'est pas plus que ça au niveau des noms. Donc, Et là, vous vous dites sûrement, mais Kerr est un gros tocard. Patrick Dempsey a déjà joué dans Scream. Je vais donc écrire dans les commentaires qu'il a oublié de nous dire que Patrick Dempsey a déjà joué dans Scream. Oui, c'était dans Scream 3 en 2000. Mais vous pouvez quand même le dire dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Petite info quand même pour vous dire que la plateforme Max, qui est le nouveau nom de la plateforme HBO Max, arrive en France et elle sera lancée, ça vous le saviez, on en a déjà parlé, et elle sera, on le sait maintenant, pas quand, mais on a une période, et c'est exactement celle qu'on avait dit, parce que c'était une évidence absolue, ça sera lancé avant les Jeux Olympiques. Côté série française, mon cher Greg, adapté de personnages, où on adapte des personnages iconiques, sachez que Jean Dujardin va être Zorro, donc ça c'est pas nouveau, mais ça n'est pas encore arrivé, et sachez qu'il y a une série en live action sur Lucky Luke, qui est en développement par France Télé, et le mec qui va jouer Lucky Luke, eh ben, c'est Alban Lenoir. Voilà. Donc, Alban Lenoir en Lucky Luke, je demande à voir. Alban Lenoir qui est à l'affiche actuellement du remake du Salaire de la peur. Qui est pas facile. Hein. Vraiment, Alban Lenoir fait ce qu'il peut, mais il a un mauvais rôle, comme tout le casting. Et le film... ils auraient pu s'abstenir du côté de Netflix. Voilà mon cher Greg, à toi. Donc, Fallout, la série qui a été avancée, re-avancée, et donc qui était censée sortir le 12, mais qui sort le 10 aux États-Unis, soit le 11 en France. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous pouvez déjà regarder la série au moment où on parle. Eh bien, cette série a quelques informations qui sont tombées. Les showrunners et Bethesda, alors les showrunners ont envoyé à Bethesda donc les premières pistes des scénarios à l'époque, et Bethesda a fait retour que c'était intéressant parce qu'ils n'avaient jamais pensé à travailler sur la notion d'inceste qui visiblement est développée dans la série. Alors on ne sait pas à quel point. Je sais pas où ils vont. Mais en tout cas, cette série qui a des showrunners d'exception, notamment le frère Nolan, et ben du coup, on va vite voir ça. J'ai envie de dire semaine prochaine potentiellement critique sur la chaîne si la série est bien. Nous verrons. Oui, mais comme elle est diffusée sur Prime Video, nous aurons plein de publicités pendant notre visionnage. Ça va être chouette. Et les showrunners, hein, c'est Jonathan Nolan et Lisa Joy, donc qui étaient les showrunners de Westworld, ce qui est d'ailleurs le personnage interprété par Walton Goggins, en tout cas dans la présentation, donc le cowboy avec un nez en moins, me fait énormément penser, bien sûr, à Ed Harris dans Westworld. De quoi je vais vous parler? Tiens, moi je vais partir sur le 28 ans plus tard. Vous le savez, le film de Danny Boyle, qui est la suite de 28 jours, de 28 semaines plus tard, qui était elle-même la suite de 28 jours plus tard, et qui était figuré, et le préquel 28 heures plus tard sera très intéressant. Oh, ça c'est une idée. C'est une idée on pourrait le dire à Danny Boyle. Parce que la dernière fois, on disait qu'il allait être embêté avec 28 décennies plus tard. Mais là, en fait, il peut faire un préquel. Formidable. Et un court-métrage qu'il appellera 28 minutes plus tard. Bref, vous avez compris mon délire passager. Tout ça pour vous dire que dans je n'y arrive plus. Dans 28 années plus tard, on retrouvera donc Cillian Murphy, mais le casting a l'air de s'étoffer, puisqu'au moment où on vous parle, il y a des négociations. Vous allez me dire comment tu le sais là, au moment où tu nous parles, qu'il y a des négociations. Ils sont dans le bureau, en train de discuter avec Danny Boyle. Et qui sont ces personnes? C'est Ralph Fiennes, Charlie Hunnam, le héros de Pacific Rim, le héros de Sons of Anarchy, et Jodie Comer, donc co-héroïne de Killing Eve, qui est une actrice particulièrement demandée et particulièrement talentueuse. Et il pourrait donc rejoindre le casting de 28 années plus tard. Au niveau des trailers, un petit point pour vous dire qu'il y a le trailer d'Alien Romulus qui sortira donc cet été.
un trailer qui sent bon l'Alien d'origine. Le film passera entre le 1 et le 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est vraiment intégré à la saga Alien, avec un casting prometteur et un trailer qui, moi, m'a donné envie. Donc voilà, il y a de l'acide, il y a de la noirceur, il y a des aliens, c'est parfait. On a l'air de s'éloigner de ce que nous proposait Prometheus et Alien Covenant. Et si vous avez aimé les 2 premiers volets de la trilogie de Ty West, avec l'actrice Mia Goth, sachez que le premier trailer de Maxine est sorti. Donc le premier film, c'était X, le deuxième film, c'est Pearl. Les 2 premiers étaient excellents. Et donc il y a une trilogie autour donc du personnage, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais autour de l'actrice Mia Goth. Et ce dernier film, Mia Goth est entourée d'un super casting, puisqu'on a Elisabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, pas Carnaval, mais peut-être que Bobby Cannavale fait le carnaval, ça je ne peux pas vous donner l'information. On a également Giancarlo Esposito, qui est absolument partout. Giancarlo Esposito maintenant, sa carrière a littéralement explosé depuis son interprétation du rôle de Gus Fring dans Breaking Bad et plus récemment son rôle dans The Mandalorian. Il y a également Lily Collins et Kevin Bacon. Voilà pour Maxine que j'ai très envie de voir, mon cher Greg, et vous verrez que dans ma news suivante, je vous parlerai encore une fois de Giancarlo Esposito. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, merci mon cher Car pour cette petite news. Est-ce que tu te souviens de qui est Alaqua Cox ? Tout à fait, c'est l'héroïne de la série Marvel, de Echo. Voilà. Série que j'ai même pas finie, tellement je m'ennuyais dur. Mais tu as tort, parce que le cinquième et dernier épisode fait clairement partie du top 5 des meilleurs épisodes de la série. Et du coup, bon, après, voilà, j'ai peut-être un nettoyage de printemps qui sera prévu dans quelques temps. Du coup, eh bien, elle a dit que... regarde-le quand tu passes l'aspirateur, alors. Et du coup, le truc, c'est qu'elle a dit qu'elle espérait pour une saison 2 donc de Echo. Donc déjà, je pense qu'on est de l'ordre de la science-fiction. Et qu'elle espérait en plus avoir comme Némésis le Gobelin Vert. Alors le Gobelin Vert dans Echo 2, donc ça voudrait dire qu'en plus il y a un deal qui est fait entre Marvel et Sony. Je pense que ça va être compliqué, mais écoute, Alaqua Cox, elle est là pour rêver grand, donc ça c'est bien. Oui. À sa décharge quand même, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal dans la série. Donc la série est mauvaise, mais elle le joue bien. Moi, je trouve qu'elle joue bien comme elle peut. Elle est du niveau de la série. Du coup, on en est à une petite news aussi toute petite. C'est juste pour dire que si vous attendez à The Acolyte comme moi, eh bien, il y a des nouvelles photos qui sont sorties sur du coup des nouveaux personnages et d'anciens. Il y a effectivement un personnage qui est là depuis longtemps dans les livres et qui et donc vous allez peut-être reconnaître. Voilà, c'est à toi mon cher Gare. Alors, avant de vous parler de cette fameuse news avec Giancarlo Esposito, et je sais que vous trépignez d'impatience, je vais faire un retour sur Fallout et sur Jonathan Nolan pour vous dire que lors de la promo de la série Fallout, il a parlé de Westworld, donc leur ancienne dernière série avec Lisa Joy, qui a été honteusement annulée par HBO, et Jonathan Nolan a dit ceci, la fin, il a dit qu'il espérait que la fin allait se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Il a dit que voilà, ils aimaient aller au bout des choses et qu'il avait mis 8 ans pour faire Interstellar, donc que pour lui il y avait pas de stress. Ils vont peut-être qu'un jour ils arriveront à conclure Westworld comme ils avaient prévu de le faire, ce qui serait très bien parce que Westworld était quand même une immense série, en tout cas sur ces 2 premières saisons. C'était vraiment bien Westworld. Donc voilà, tu permets que je fasse ma news Giancarlo Esposito, mon cher Greg, tu vas voir qu'elle va te plaire. Bah écoute, on verra. Si elle ne me plaît pas, du coup, elle sera retirée de la vidéo.
Tout à fait. Et donc, du coup, dites-nous hein, si elle vous plaît dans les commentaires pour savoir si oui ou non on l'enlève Comme ça de nous la vidéo. permettra de décider a posteriori si on Voilà, retire la si on vidéo, l'enlève. enfin cette partie de la vidéo. Et ben cette news de mon chagrin, elle concerne Megalopolis de Francis Ford Coppola, l'immense Francis Ford Coppola. Megalopolis qui est un film qui est prévu pour la fin d'année, qui est très attendu bien évidemment par les cinéphiles. Alors, gros film que Francis Ford Coppola a financé lui-même, parce qu'il avait trouvé pas de financement, et il a utilisé pour ça les bénéfices qu'il a fait de la vente, notamment de son domaine viticole. Francis Ford Coppola a présenté le 28 mars dans une projection privée hyper huppée avec 300 guests et des noms assez fameux de l'industrie hollywoodienne, ce film donc a ses 300 guests. Et dans le lot, il y avait énormément de distributeurs. Il y avait Sony, Universal, Netflix avec Ted Sarandos. On avait Paramount, bien sûr. On avait David Greenbaum, qui est le patron du live action de Disney. Bref, il y avait vraiment énormément de monde, et notamment ces distributeurs, car le but de Francis Ford Coppola, c'était de séduire un distributeur pour que celui-ci notamment finance la promo. Francis Ford Coppola veut une grosse promo qui est estimée à environ 100 millions de dollars. Sauf que après cette projection, alors il y a deux retours sur la projection. Il y a le retour de ceux qui disent non mais le film a été applaudi, et des retours un peu en off de personnes qui disent bon, il y a eu un silence gêné à la fin. Donc pour l'instant impossible de le lire, nous n'avons pas vu ce film. Toujours est-il que du côté des gros distributeurs, c'est la fuite généralisée. Personne ne veut signer Megalopolis de Francis Ford Coppola. Alors, du coup, il y a d'autres pistes qui s'offrent à lui. Il y a du côté, alors on dit que c'est un film qui est intéressant. Donc forcément, si il y a de l'intérêt, en tout cas du côté indé, on pourrait imaginer par exemple que Focus, qui appartient à Universal, ou Searchlight, qui appartient à Disney, pourrait se placer dessus, sauf que on a appris, c'est Hollywood Reporter qui le dit, que et Focus et Searchlight avaient également lâché le projet, et que ce projet est trop coûteux pour A24 par exemple, qui a sorti d'excellents films récemment comme Past Lives ou Néon. Alors ça doit pas se dire A24, hein. Peut-être que l'A24 c'est juste une autoroute, mais moi je le dis A24. Toujours est-il que pour l'instant Francis Ford Coppola n'a pas trouvé de distributeur, il serait très déçu par ça, qu'il imaginait, Hollywood Reporter dit qu'il imaginait en trouver très rapidement après la diffusion du film. Film qui n'est pas excessivement long en plus, hein, il dure que 2h15. Alors c'est quoi l'histoire? C'est donc la reconstruction d'une métropole après sa destruction accidentelle, à vue de deux angles, un du côté de l'architecte, qui est donc Adam Driver, de l'autre du côté du maire, qui est justement Giancarlo Esposito, donc Gus Fring de Breaking Bad. Sachez qu'il y a une deuxième projection le lendemain à Londres cette fois. Il y a Le Point qui en a fait une rapide review. Il a dit: le film est comme Einstein et la relativité, Picasso et Guernica. Coppola marque un nouveau moment historique dans le cinéma. Donc cette review-là me donne très envie de voir ce qu'est Megalopolis. Il y a vraiment un casting qui est étonnant. Il y a Nathalie Emmanuel de Game of Thrones qui joue dedans. Adam Driver, c'est un immense acteur. Enfin, vraiment un film intéressant sur le papier, mais qui visiblement n'a pas intéressé beaucoup de distributeurs. Et c'est un vrai problème, que l'ami Greg a évoqué à de nombreuses reprises, les difficultés que peuvent rencontrer les très grands réalisateurs lorsqu'ils veulent financer leurs projets ou trouver des distributeurs pour les sortir. Et c'est exactement ce que le off, après la projection des distributeurs, avançait, c'est-à-dire que Coppola est un immense réalisateur et il a un héritage qui est indéniable, mais ce qu'il fait aujourd'hui ne correspond plus à ce que le marché veut et à ce que les distributeurs veulent, c'est-à-dire un film plutôt stéréotypé, qui se vend bien et qui attire massivement le public en salle. Ceci étant dit, c'est toujours dans des films un peu plus originaux qu'on va, à mon avis, trouver la plus grande qualité. Je pense par exemple à Poor Things cette année, qui est un film
très étrange, qui à mon avis a dû faire fuir énormément de distributeurs et qui est pourtant un très grand film. Donc, et puis Oppenheimer, Oppenheimer, c'est pas un Transformers, et il a prouvé, malgré sa durée et malgré son sujet, qu'on pouvait amener beaucoup de monde en salle et rapporter énormément de millions de dollars. Donc, mais voilà. Qu'en penses-tu, mon cher Greg, de ce problème pour Coppola de financer la promo et la sortie de son film? C'est malheureusement un problème qu'on est en train de voir de plus en plus, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Ces réalisateurs, c'est exactement les réalisateurs, c'est exactement le type de film qui était rentable pour 50% par les places au cinéma et 50% par les DVD et Blu-ray. DVD et Blu-ray n'existent plus, les cinémas vendent moins. Donc effectivement, ces films-là ont du mal à exister. Et la question, c'est est-ce que les gens, est-ce que le grand public ou des niches suffisamment intéressantes pour les plateformes de streaming sont intéressés par Francis Ford Coppola? Eh bien, visiblement, les plateformes pensent que non. Ouais, et je vais conclure quand même en vous disant vraiment le casting de ce Megalopolis. Donc, je l'ai dit, donc il y a Adam Driver, Giancarlo Esposito, ça ok, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza de Parks and Recreation, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, James Remar, qu'on a vu notamment dans Dexter, John Voight. Il y a également Talia Shire, qui est la mère de Sofia Coppola. Bref, il y a vraiment du beau monde dans ce Megalopolis. Voilà, toi, mon cher Greg, j'en ai terminé de mes news. Eh bien, du coup, je vais enchaîner des petites news assez rapides. Le premier, c'est l'explosion aux États-Unis du sport féminin, notamment autour de la WNBA et de la NCAA féminine. Donc, en gros, c'est le basket féminin universitaire et grâce au phénomène Caitlin Clark. Grâce au phénomène d'une joueuse qui bat beaucoup de records. Je me suis dit que ça te plairait que j'en parle. Et en fait, le truc, c'est que entre ça et l'explosion du football féminin, je parle bien du football, soccer, pas football américain, le football féminin aux États-Unis, eh bien, en fait, les droits et les négociations des droits des sports féminins aux US est en train d'évoluer particulièrement à la hausse. Les chaînes sur lesquelles ce serait diffusé sont également en train d'évoluer, à suivre. Est-ce que et aux États-Unis, du coup, eux, ils sont pas en train de se dire ça y est, ça va être la révolution. C'est en cours, et c'est en cours que du coup, tout ça est en train de se négocier. Je sais qu'il y a quelques fans de sport qui nous suivent. Je me suis dit que ça vous intéresserait. Et alors, si tu permets, pour vraiment faire comprendre aux gens, quand tu dis il y a une explosion du sport féminin, et tu as pris l'exemple de la NCAA, il y a eu donc le March Madness là ces derniers jours, la finale qui opposait donc Iowa de Caitlin Stark, qui est vraiment un phénomène à South Carolina, a été suivi par 19 millions de téléspectateurs américains. Je vais juste me permettre de corriger, c'est pas Caitlin Stark, mais Caitlin Clark. Stark, c'est... Ah, bah oui, bien évidemment, je fais toujours l'erreur. Caitlin, en plus, je le sais très bien. Caitlin Clark, sans E à la fin. Mais je dis toujours Stark, c'est l'habitude de Game of Thrones. Donc le match a été suivi par 18 ou 19 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas eu un match de basket féminin comme masculin qui a fait une audience similaire aux États-Unis depuis 2019. Et en dehors des Jeux Olympiques et du football américain, aucun sport n'a fait cette audience-là aux États-Unis depuis 2019. Donc c'est loin, très très loin d'être anodin. Tout à fait, mon cher Kerr. Donc je vais enchaîner par une autre news. Kathleen Kennedy, qu'on connaît, qui est la présidente de Lucasfilm. Alors c'est pas Kathleen, mais John Fitzgerald. Oui ou non. Et en fait, donc, il y a Daisy Ridley qui dit qu'elle lui a parlé, qu'au début, elle n'était pas convaincue de reprendre le rôle de Rey, mais de la même manière que Robert Downey Jr. Le discours, c'est c'est un rôle qui est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que dans... Attends, Rey n'a peut-être pas dit la vérité. Peut-être que Kathleen Kennedy lui a parlé, elle a dit non, mais Rey menta. Et du coup, le truc, c'est que, en fait,
une des raisons peut-être, hein, c'est que... Et j'ai l'impression de voir comme une espèce vraiment de faisceau de preuves ou d'indications et des similarités entre ces deux cas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est Kevin Feige du côté du MCU et Kathleen Kennedy du côté de Lucas sont allés voir leurs acteurs avec beaucoup d'argent et que les acteurs ont dit tu sais ce mème là, tu sais, non je suis pas sûr, ah attends donne-moi les sous et du coup, eh bien, c'est quoi la finalité de tout ça? Eh bien, elle nous a expliqué qu'elle savait que les films avaient pas mal divisé, mais qu'ils avaient aussi amené beaucoup d'amour et rassemblé les gens. Donc, elle espérait que ce soit le cas sur le prochain. Et le dernier point, qui n'est pas un point, c'est un peu le point bonus parce que ce n'est pas le point ciné, c'est Disney, puisqu'on en parle, ils ont besoin de brousoufs et où aller chercher des brousoufs? Eh bien, dans le jeu vidéo, ils sont en train de s'armer d'une branche jeu vidéo de plus en plus costaud. On rappelle qu'ils ont fait 1,5 milliard de deals avec la compagnie Epic Games, donc on ne connaît pas encore les contours du deal, mais pour le travail entre les deux. Et à ça, ils viennent de nommer un nouveau responsable de pôle jeux vidéo chez eux, et ils ont débauché des anciens de Blizzard, des anciens d'Ubisoft, comme du coup boss de cette nouvelle branche. Donc ne soyez pas surpris si d'ici 3-4 ans, parce que bon, les jeux vidéo ne sont pas créables instantanément, mais si d'ici 3 ou 4 ans, il commence à avoir des jeux Disney qui apparaissent, peut-être le jeu Star Wars fait par du coup Disney lui-même. Voilà. Et je rappelle que Lucas Film avait aussi Lucas Game et qu'il y avait des jeux incroyables qui étaient faits par Lucas. Voilà. Ah bah ouais. J'en profite, mon cher Greg, pour dire que, vu que je parlais de Megapolis, qu'il y a une news qui vient de tomber. Selon Deadline, le film est présent au Festival de Cannes en compétition et qui sera présenté donc le 17 mai au public. Voilà. Est-ce que tu as d'autres news ou tu as terminé? Non, j'ai suffisamment fait de carnage et de ravage. Mon cher Kerr, je te laisse donc les mots de la fin. Eh ben, le mot de la fin sera merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à ceux qui vont mettre un commentaire. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci. Et puis aussi, passez une bonne fin de journée. Ciao!